Première partie de l'enseignement de la morale, les principes généraux de la morale. Et tout d'abord, commençons par les actes humains. Puisque la morale, c'est la science pratique qui règle l'agir de l'homme, c'est-à-dire les actes que l'homme pose, eh bien, commençons par nous demander ce qu'est un acte humain. Qu'est-ce qu'un agir humain? Un acte humain, c'est un acte qui procède de l'homme, c'est-à-dire de son intelligence et de sa volonté. Pour dire brièvement, c'est un acte pensé et voulu. Ce qui définit un homme, par rapport au reste des créatures, c'est d'avoir une intelligence et une volonté, ou une liberté, c'est la même chose. L'acte humain, c'est l'acte qui donc procède de l'homme tout entier, posé par l'homme tout entier, c'est-à-dire l'acte qui est accompli avec intelligence et avec volonté. C'est un acte qui est pensé, qui est connu, qui est su, qui est réfléchi, et c'est un acte qui est ensuite voulu, posé avec pleine volonté. Voilà ce que c'est qu'un acte humain. Quand il manque l'une ou l'autre, c'est-à-dire ou la connaissance parfaite de l'acte, ou la volonté parfaite de l'acte, eh bien l'acte n'est pas tout à fait humain parce qu'il ne procède pas pleinement et de l'intelligence et de la volonté. On dit alors que c'est un acte imparfait, que l'on appelle aussi un acte de l'homme. Le somnambule, par exemple, celui qui marche pendant la nuit, sans s'en rendre compte, n'a pas la pleine connaissance de ce qu'il fait, de l'acte qu'il pose. Cet acte n'est pas un acte humain. C'est un acte, dit-on, de l'homme. C'est-à-dire un acte, bien sûr, posé par un homme, mais qui n'est pas posé pleinement par les capacités qui définissent l'homme, c'est-à-dire intelligence et volonté. C'est un acte de l'homme. L'acte humain qui nous intéresse donc en morale, c'est l'acte que l'homme pose de lui-même, pleinement, délibérément, consciemment, dit-on. Voilà, avec pleine volonté. C'est un acte humain, qui procède donc de l'intelligence et de la volonté. On voit d'ailleurs ce qui peut venir s'opposer à ce que l'acte soit pleinement humain ou pleinement moral. Par exemple, on a pris tout à l'heure le cas d'un acte de l'homme où il n'y avait pas pleine intelligence, mais il se peut que l'intelligence soit empêchée d'une autre façon et vienne s'opposer au volontaire, au pleinement volontaire ou au pleinement intelligent. Après avoir défini les actes humains, on peut diviser ou distinguer différents types d'actes volontaires, d'actes humains. On dit volontaire parce que la volonté procède normalement de l'intelligence. L'intelligence en l'homme est cette faculté qui possède la lumière, la vérité, et qui ensuite va éclairer la volonté pour agir. Donc un acte humain est un acte volontaire parce que c'est le processus final qui définit cet acte. L'intelligence connaît, elle est pleinement consciente, et ensuite elle éclaire la volonté, elle meut la volonté, et la volonté pousse à l'action, meut à l'action. Un acte humain est donc un acte volontaire. Alors on divise les actes humains de plusieurs façons. Par exemple, on dit qu'un acte peut être illicite ou impéré. Il est illicite quand il découle directement de la volonté, c'est un acte propre à la volonté, comme à aimer ou haïr, bref. Et un acte est dit impéré lorsqu'il procède d'une autre faculté, mais la volonté est aussi intervenue. Par exemple, marcher n'est pas un acte directement volontaire. C'est un acte impéré par la volonté, mais qui procède aussi d'autres facultés. On dit qu'un acte est intérieur ou extérieur. Et ça, c'est important parce qu'un acte humain n'est pas forcément un acte fait avec le corps. Souvent, on pense agir et on pense à un acte extérieur. Mais non, attention. Les actes intérieurs sont aussi des actes humains, parce qu'ils peuvent procéder de la volonté. Un acte intérieur tel que penser à quelque chose peut être un acte volontaire. Je décide de penser à telle chose. Je sais que j'y pense et j'y pense volontairement. Rien n'est visible extérieurement, cet acte est intérieur, mais il n'en est pas moins humain parce qu'il procède et de l'intelligence et de la volonté. C'est un acte humain. Un acte humain peut être divisé d'une autre façon encore. On dit qu'il est bon, mauvais ou indifférent. On dit qu'il est bon selon qu'il est conforme à la loi morale.
On dit qu'il est mauvais selon qu'il est contraire à la loi morale. Et enfin, on dit qu'il est indifférent selon qu'en lui-même, il n'a pas de rapport à la loi morale. Par exemple, le fait de marcher n'a aucun rapport à la loi morale. Ça n'est ni bon ni mauvais, c'est indifférent. Le fait de se reposer, par exemple, c'est en soi, l'acte lui-même de se reposer est indifférent, c'est-à-dire sans rapport avec la loi morale. On peut diviser encore l'acte humain en un acte naturel ou un acte surnaturel, selon qu'il procède simplement des habitus ou des facultés naturelles, ou bien qu'il procède de facultés surnaturelles, par exemple de charité. Faire l'aumône, donner de l'argent à un pauvre, par exemple, c'est un acte naturel si c'est fait simplement par pitié. Cela procède des facultés naturelles. Si c'est fait pour la gloire de Dieu, si cela procède de la charité divine, c'est un acte surnaturel, parce qu'il procède d'une vertu surnaturelle, la charité. Voilà donc comment on peut diviser les actes humains. Un acte humain, un acte donc volontaire, peut être plus ou moins empêché ou atténué. Il y a des causes, il y a des raisons qui vont rendre l'acte humain un peu moins humain ou un peu moins volontaire, ou alors, au contraire, plus volontaire ou plus humain, si l'on peut dire. C'est-à-dire lui donner plus de force ou moins de force. On va dire atténuer sa moralité ou bien augmenter sa moralité. Ce qu'il nous est important de considérer brièvement ici, ce sont les causes qui peuvent empêcher ou diminuer le volontaire d'un acte. D'abord, dans l'intelligence, la cause qui peut empêcher un acte humain d'être pleinement volontaire, c'est l'ignorance. Alors, il faut distinguer différentes sortes d'ignorance. Pour résumer, il y a l'ignorance vincible et l'ignorance invincible. Qu'est-ce que c'est que l'ignorance? L'ignorance, c'est un défaut de science, mais que l'on devrait avoir. On la distingue d'ailleurs de la nescience, de façon technique. La nescience, c'est ce que l'on ne sait pas et que l'on n'est pas tenu de savoir. Tandis que l'ignorance, c'est ce que l'on ne sait pas, mais que l'on devrait savoir. Alors, il y a finalement deux sortes d'ignorance. Il y a celle que l'on dit invincible et celle que l'on dit vincible. Il y a celle que l'on devrait savoir, mais qu'on ne pouvait pas savoir, et il y a celle que l'on devrait savoir et que l'on pouvait savoir. Eh bien, la première, celle que l'on devrait savoir, mais que l'on ne pouvait pas savoir dans ces circonstances, ou par exemple, il était difficile de se renseigner sur telle ou telle chose, cette ignorance invincible vient diminuer le volontaire, et même peut diminuer et même détruire la moralité d'un acte. Tandis que l'ignorance vincible, celle que l'on pouvait vaincre, celle finalement que l'on ne peut pas excuser, eh bien celle-ci ne détruit pas le volontaire, et même peut rendre pécamineux un acte. Et là, l'homme qui a posé un tel acte en disant « je ne savais pas » alors qu'il pouvait savoir, celui-là est fautif. Comme celui, par exemple, qui passe un examen et qui ne connaît pas les réponses parce qu'il n'a pas revu son cours. Celui-là, il est fautif. Par contre, celui qui ne savait pas répondre, mais parce que la question était hors du cours, celui-là n'est pas fautif. Il est excusé. Ignorance invincible. C'est la première cause qui vient empêcher, détruire ou comment dire, atténuer le volontaire. Les autres causes se situent dans la volonté. Il y en a trois. La première cause qui vient diminuer le volontaire, c'est la concupiscence. Non pas au sens de foyer du péché, mais au sens de mouvement de l'appétit sensible. Nous avons tous un appétit sensible, et les actes de ces appétits sensibles, on les appelle des passions. C'est cela que l'on appelle ici la concupiscence, comme mouvement de l'appétit sensible qui peut venir diminuer le volontaire. Surtout, et précisément, quand la passion précède l'acte volontaire. Par exemple, un mouvement d'amour ou un mouvement de haine subi, ou un mouvement même de colère qui jaillit, qui naît directement, n'est-ce pas, de l'appétit sensible et qui vient comme empêcher ou atténuer la volonté, de sorte que la volonté est comme entraînée par ce mouvement de la passion. Elle n'arrive pas, la passion est tellement forte que la volonté n'arrive pas à prendre le dessus sur cette passion, alors
la passion vient ici atténuer le volontaire. Elle ne le supprime pas totalement, mais elle l'atténue, parce qu'elle emporte avec elle la volonté, mais elle ne supprime pas la volonté. Mais voilà, dans ce sens-là, la passion peut atténuer le volontaire. Deuxième cause qui peut venir atténuer le volontaire, c'est la crainte. La crainte est un trouble de l'esprit que fait naître un danger présent ou futur. La crainte grave, c'est-à-dire celle d'un péril grave comme le péril de mort, et qui nous est imposé de l'extérieur, que ce soit par une cause naturelle ou par une cause humaine, par exemple un tremblement de terre, peu importe, ou par une cause humaine, on a une arme qui est braquée sur nous, n'est-ce pas? Voilà, là, nous sommes dans un cas de crainte grave et extérieure. Cette crainte peut excuser du péché. Mais en aucun cas, elle ne permet de poser un acte qui est intrinsèquement mauvais. C'est-à-dire que sous l'influence de la crainte, il y a certains actes qui pourront être excusés du péché, parce qu'en soi, ils ne sont pas mauvais, mais il y a d'autres actes qui ne seront jamais excusés du péché, parce qu'ils sont en soi mauvais. Par exemple, renier Dieu est toujours mauvais. Et donc, même la crainte grave extérieure ne peut excuser d'un tel reniement. Il n'est jamais permis, sous la crainte grave, de renier Dieu, ou de poser un acte intrinsèquement mauvais. Mais par contre, cette crainte peut, dans certains cas, diminuer le volontaire. Quatrième cause, enfin, qui peut diminuer le volontaire, c'est la violence. La violence, c'est une contrainte extérieure, libre, qui force la personne. Donc, celui qui pose l'action est forcé de la poser. Donc il y a plus que la crainte, il y a une violence, c'est-à-dire il y a une cause qui vient mouvoir, une cause extérieure qui nous meut et finalement qui nous fait poser de force un acte extérieur, mais qui jamais ne peut emporter notre adhésion intérieure. Bon, par exemple, lorsqu'une personne est violentée, justement. Alors elle doit se défendre, bien sûr, et elle ne peut jamais consentir, mais il y a violence. Et donc l'acte peut être excusé parce que la personne pose malgré elle l'acte. Voilà donc les 4 cas qui peuvent atténuer le volontaire. La conséquence d'un acte moral, d'un acte volontaire, elle est double, si l'on peut dire, du point de vue de l'acte et du point de vue de celui qui pose l'acte. Du point de vue de l'acte, on dit que l'acte est imputable à celui qui a posé l'acte, c'est-à-dire que cet acte appartient à celui qui le pose, il est comme la conséquence de la personne qui a posé l'acte, un peu, si vous voulez, comme la chaleur est la conséquence du soleil, ou la lumière est une conséquence du soleil, n'est-ce pas? Et bien de la même façon, un acte est imputable, c'est-à-dire qu'il est la conséquence et qu'il est attribué, tout simplement, à la personne, comme l'effet est attribué à sa cause. Donc du côté de l'acte, eh bien cet acte est imputable à la personne, et du côté de la personne, on dit que la personne est responsable de l'acte qu'elle a posé. Si donc elle en est responsable, eh bien, elle a l'obligation de rendre compte de ce qu'elle a fait. C'est cela la responsabilité. Rendre compte de l'acte que l'on a posé. Il suffit de retenir simplement qu'un véritable acte humain est un acte pensé, pleinement conscient, et voulu, c'est-à-dire qui procède et de l'intelligence et de la volonté.